Snap. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Elias Waliba, un ingénieur logiciel et le fondateur de Galcin AI, une communauté dynamique axée sur l'intelligence artificielle qui est rapidement devenue l'une des plus importantes d'Afrique. Bonjour Elias. Bonjour Eliana. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous allons parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle et le travail, c'est-à-dire l'avenir du travail à l'ère de l'IA. Dans cette émission, nous allons explorer la collaboration entre hommes et machines et comment les humains peuvent travailler en synergie avec l'IA. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Elias, comment définir l'intelligence artificielle? Oui, merci beaucoup Adjara déjà pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Oui, c'est un sujet qui est très intéressant, notamment cette question de la définition de l'intelligence artificielle, qui est une question qui n'est pas forcément facile, parce que ce qui est un peu bizarre avec l'intelligence artificielle, c'est que malgré tous les avancées, malgré les efforts que les gens font dans l'intelligence artificielle actuellement, on ne peut pas clairement dire qu'on a compris l'intelligence humaine, l'intelligence naturelle, au point de pouvoir la définir. Par contre, on peut quand même tenter, il y a plusieurs définitions qui existent, mais pour faire simple, on peut dire que l'intelligence artificielle, c'est une science, c'est un sous-domaine de l'informatique en tout cas, qui vise à créer des systèmes qui essayent de résoudre des problèmes qui normalement sont dédiés à l'être humain. Donc souvent des problèmes qui vont intervenir, des capacités de raisonnement, ou bien des problèmes qui sont trop complexes pour être modélisés. Et on cherche souvent à traiter ce type de problème-là avec l'intelligence artificielle. C'est souvent des problèmes qui tournent autour de la langue, de la vision, des problèmes de prise de décision, des problèmes d'automatisation, etc. Donc c'est un peu ça aujourd'hui la définition sur laquelle pas mal d'écoles sont tombées d'accord. Après, comme je l'ai dit, ça touche à l'intelligence et c'est assez subtil. Alors, comment l'intelligence artificielle est-elle en train de transformer le paysage du travail et dans quel secteur? Oui, alors ça aussi c'est une question qui est très importante. L'intelligence artificielle aujourd'hui connaît un développement qui est extrêmement rapide. Ça a commencé depuis même les années 2000, le début des années 2000, mais ces dernières 5 années ou 10 dernières années, l'évolution de l'intelligence artificielle est extrêmement rapide et on commence à voir de vrais produits qui sortent en fait dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, dans le secteur du travail, l'intelligence artificielle a un vrai impact là-dedans, notamment tout ce qui est la productivité. C'est un domaine qui peut vraiment beaucoup booster la productivité. Aujourd'hui, les gens parlent pas mal de ChatGPT. Je pense que c'est un peu l'outil qui a révélé l'IA vraiment au très grand public. Et ChatGPT aujourd'hui, c'est un outil qui peut être très utile dans certaines choses pour assister des gens à la rédaction, pour proposer des contenus, pour automatiser certaines choses, mais juste pour rechercher ou pour étudier d'ailleurs, pour se faire former. Donc, sur la productivité, il n'y a pas de doute, c'est un domaine qui va être très impacté. Aussi sur l'automatisation. Et ça peut se refléter sur pas mal de métiers. Si on prend par exemple le domaine de la santé aujourd'hui, l'IA a un vrai impact dans la santé. Il y a des modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui sont capables de détecter des maladies à un niveau vraiment très précoce. Parfois même au niveau où des médecins avec des matériels un peu sophistiqués ne peuvent pas le détecter. On voit même aujourd'hui de l'IA qui assiste dans la chirurgie. Si on prend le domaine de l'éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, des outils tels que ChatGPT, s'ils sont bien adoptés, sont des outils qui peuvent vraiment être très utiles dans l'éducation, notamment en Afrique où on sait que on est toujours un peu en retard sur l'aspect éducation. Dans le domaine de l'urbanisation, dans la politique, dans les domaines un peu plus commerciaux,
tels que d'ailleurs le commerce, le marketing, et même dans l'industrie. Aujourd'hui, on a des usines intelligentes où toutes les chaînes de production sont contrôlées par de l'intelligence artificielle, mais aussi sont boostées par de l'intelligence artificielle. Donc, vraiment, en fait, Des avantages, quoi. ouais, ça, c'est les avantages. Justement, par contre, oui, il y a de vrais défis, il y a de vrais questionnements sur l'intelligence artificielle et le travail, sur le fait de perdre beaucoup de travail, la transformation. Peut-être que bon nombre d'entre nous sont inquiets par rapport à leur emploi. Alors, moi, je pense que cette inquiétude, c'est tout à fait normal, déjà. La technologie, c'est une révolution. Cette ère que l'on vit, c'est une révolution. Certains parlent de la troisième révolution industrielle, d'autres même parlent de l'IA comme étant une nouvelle révolution qui est séparée de la révolution technique. Ce que je veux dire par là, de toute façon, c'est que quand une révolution est en train de naître, on ne la maîtrise pas. On ne sait pas jusqu'où ça ira dans notre société. On ne sait pas comment ça va impacter notre culture, notre manière de travailler. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est des choses qui ont été bâties il y a longtemps. C'est un standard qui est là, qu'on a trouvé ici. Et aujourd'hui, s'il y a une technologie qui menace d'apporter des changements dans ça, c'est tout à fait normal que les gens soient inquiets. Moi, je suis professionnel dans l'intelligence artificielle, mais oui, je suis totalement inquiet aussi, comme tout le monde. Mais je pense que il y a une grande partie qui est positive. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça reste une technologie telle que les autres technologies. Si on la maîtrise et qu'on est préparé, normalement, on ne devrait pas être inquiet parce qu'il y a toujours la main de l'homme qui est derrière pour exploiter la technologie. On n'en est pas encore à cette intelligence artificielle de Hollywood qui exploite les êtres humains, etc. Là, on est toujours à des produits qui sont destinés à aider l'homme. Le son est très rapide, en fait. Oui, justement. Voilà. C'est ça même l'inquiétude, en fait. Même les professionnels du métier, ils sont inquiets parce que aujourd'hui, ce qui s'est passé au mois de janvier, ce qui était vraiment à la tendance, c'est pas du tout, c'est même presque révolu. On est à d'autres modèles, d'autres visions, d'autres manières de faire. Même les professionnels du métier galèrent en fait à être à jour. Et oui, ça se comprend facilement pour des gens qui ne connaissent pas le domaine. Ça bouge très très rapidement, justement, d'où l'importance de prendre des décisions dès maintenant, des décisions vraiment qui sortent du cadre technique, des décisions politiques, sociales, de vraies décisions de vie humaine, quoi. Alors, comment les entreprises peuvent-elles préparer leurs employés à travailler aux côtés de l'intelligence artificielle, comme ça, pour ne pas avoir ces genres de problèmes-là? Oui, ça c'est une question très pertinente. Oui, pour moi, les entreprises sont même, entre guillemets, moralement obligées de soutenir ou bien de travailler avec leurs employés, parce que dans tous les cas, c'est dans leur intérêt d'abord. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Pour moi, il faut d'abord qu'ils passent par la formation. Il faut que les entreprises aient de vraies politiques d'accompagnement des employés pour se former. C'est une nouvelle technologie, il faut aller apprendre à la connaître, quel que soit le domaine dans lequel tu es. Ce n'est pas parce que tu n'es pas technicien, que tu sois technicien ou que tu sois comptable ou que tu sois politicien, l'intelligence artificielle va arriver dans ton domaine et peut-être même elle va arriver en premier dans ton domaine avant d'arriver dans le domaine de la technique. Donc, quel que soit le secteur d'activité, les entreprises ont cette obligation morale d'accompagner leurs employés dans la formation, mais aussi dans la reconversion professionnelle. Parce que c'est vrai, les gens parlent de perte de métier, perte de travail, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura des changements de travail. Ouais. Ça, c'est sûr. Le journalisme ne sera plus ce qu'il était avant l'ère de l'intelligence artificielle et après l'ère de l'intelligence artificielle ou pendant l'ère de l'intelligence artificielle. C'est comme ça aussi pour l'enseignement, la politique, la santé, tous les secteurs d'activité. L'intelligence artificielle va totalement transformer comment ces métiers sont faits. Donc, il faut qu'il y ait de vraies politiques dans les entreprises d'accompagnement sur la reconversion. Ça peut être en fait ça peut passer par la formation, ça peut passer par
la flexibilité du travail. On a vu avec l'ère de Covid, il y a le travail à distance qui s'est installé. Il y a beaucoup de métiers où aujourd'hui on peut donner plus de flexibilité aux travailleurs pour qu'ils puissent avoir plus de temps pour aller se former. Alors quels emplois sont les plus susceptibles d'être remplacés? Alors, ça, c'est une question très difficile. Parce que je me rappelle, il y a 2 ans, nous, les techniciens, on pensait qu'on est les plus épargnés. On pensait que oui, bon, écoute, c'est les comptables, c'est les journalistes. Nous, c'est pas un peu notre problème. On va développer ces technologies. Parce que vous êtes dans ce domaine. Mais en fait, il se trouve que des outils aujourd'hui comme ChatGPT, c'est des outils qui peuvent faire tout ce qu'un jeune technicien qui vient de sortir de l'université sait faire. Alors, dire tout, c'est quand même assez exagéré, mais quand même, ça montre vraiment un potentiel aujourd'hui extrêmement élevé. Aujourd'hui, un ChatGPT, avec juste une petite description, peut te donner du code qui presque fonctionne. Et ça pose un vrai problème parce qu'aujourd'hui, est-ce que finalement les entreprises ne se mettront pas à recruter des seniors et les doter de ces outils-là et finalement les juniors auront des problèmes pour s'insérer dans les entreprises parce que les entreprises ne verront plus l'utilité d'aller recruter quelqu'un qu'il faudra mentorer, accompagner, alors qu'il suffit juste d'équiper à un senior de ces outils pour avoir la productivité de toute une équipe. Donc oui, c'est très difficile de dire tel ou tel métier, mais on sait que plus le métier est routinier, plus il est procédural, plus l'intelligence artificielle est capable de se l'approprier et de faire un très grand part en fait, de ce métier-là. Parmi ces métiers, ce qui est sûr, c'est que les métiers de caissier, aujourd'hui, on a partout des caisses automatiques. Et ça, c'est des métiers qui sont vraiment les plus menacés. D'autres parlent des métiers d'administration, certains métiers où il y a beaucoup de routine. Donc oui, c'est une question très difficile, mais c'est plus les critères en fait, du métier. Après, moi, je ne crois pas qu'on en est encore au stade où on va perdre des métiers. C'est plus des outils qui sont là pour accompagner les gens. C'est-à-dire une collaboration homme-machine. Exactement. C'est-à-dire que l'IA ne va pas remplacer quelqu'un dans son métier, mais quelqu'un qui maîtrise l'IA va remplacer quelqu'un dans son métier. Un journaliste qui maîtrise l'IA fera un meilleur journaliste que quelqu'un qui ne le maîtrise pas. Comme aussi un ingénieur logiciel, Bien comme sûr. un ingénieur bâtiment. C'est pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas l'IA en tant que tel, mais c'est la maîtrise de l'outil qu'on a qui fera la compétitivité dans les métiers. D'accord. Alors, quelles compétences professionnelles seront peut-être valorisées à l'ère de l'intelligence artificielle, même s'il y aura des secteurs ou de travail qui pourront travailler en synergie, mais on voit que même avec l'intelligence artificielle, il y a de nouveaux métiers. Oui, justement. Justement, il y a comme le data scientist. Exactement. On parle beaucoup en fait de perte des métiers, mais on parle moins des métiers, des nouveaux métiers qui vont naître et qui sont même en train de naître aujourd'hui. Notamment les métiers de data scientist, de data engineer, les métiers d'ingénierie informatique sont quand même assez épargnés. Il y a toujours en fait cette demande-là de pouvoir faire ces outils-là. Justement, ces outils sont faits par des humains et il faut des gens qui le font. Donc tout ce qui tourne autour de la donnée, que ça soit côté technique comme que ça soit côté exploitation ou côté légalisation, tout ce qui tourne autour de la donnée, ce sont des métiers qui auront énormément de valeur. Mais aussi, cette histoire d'interface homme-machine, des métiers d'interfaçage homme-machine, c'est-à-dire des gens qui comprennent très bien la société, très bien les besoins des utilisateurs et qui connaissent assez bien la technologie pour pouvoir justement proposer des services autour de ça. Et les métiers aussi d'éthique sur l'IA, parce que l'IA pose pas mal de problèmes d'éthique. Tout ce qu'on appelle des biais algorithmiques, les biais sur les données, les métiers de legal tech, ça c'est des métiers qui auront énormément de valeur parce que cette IA qui est en train de naître a besoin d'être accompagnée. Et plein d'autres métiers dont on peut citer. Donc pour moi, il s'agit plus en fait de tout faire
pour se former dans l'intelligence artificielle. Se former ne veut pas dire apprendre à faire de l'intelligence artificielle, mais déjà savoir c'est quoi l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, quelles sont les limites et comment on peut en tirer profit et pouvoir l'appliquer à son métier. Alors, dès le début, vous avez parlé des avantages et peut-être les conditions, les effets de l'intelligence artificielle sur les conditions de travail et le bien-être des employés. Oui, alors ça c'est très important. Pour moi, le bien-être des employés, il y a des avantages, il y a des choses clairement où on voit que l'IA peut apporter beaucoup de bien-être. Moi, quand je suis travailleur dans une entreprise, j'ai besoin de productivité. Quand je suis productif, je me sens bien. L'IA peut aider énormément sur la productivité. Aujourd'hui, comme je l'ai cité tout à l'heure, il y a pas mal d'outils d'IA aujourd'hui qui peuvent aider sur la productivité. Un photographe, il peut utiliser des outils tels que Midjourney ou ces outils de traitement d'images assistés par l'IA pour améliorer son art, pour aller au-delà en fait, de ce qu'il pouvait faire. Donc ça rentre dans le bien-être de l'employé. Mais aussi, de l'autre côté, il y a un vrai souci qui se pose. C'est le souci de l'éthique, c'est le souci justement de cette domination de l'IA. On a peur que ceux qui ont plus d'avantages ou bien ceux qui détiennent le plus d'IA, qu'il y ait une sorte d'inégalité finalement entre les populations, les métiers, inégalité de partage des ressources, mais même aussi des opportunités. Et ça, c'est un vrai problème. Ça peut poser un problème au sein d'une même entreprise comme au sein d'une même société. Et ça aussi, ça reste un grand défi. Et je pense que ça rejoint aussi cette idée des entreprises qui ont cette obligation morale d'accompagner leurs employés dans la formation et la reconversion autour des métiers. Alors, on a parlé de l'intelligence artificielle qui est dans le domaine de la santé. Cette fiabilité, est-ce qu'on peut... Oui, alors ça reste une technologie. Je pense que c'est là où les humains quand même ont toujours une chance. Si on veut vraiment être un peu hollywoodien, il nous reste une grande chance. C'est-à-dire que nous, les humains, on ne fait pas confiance aux autres entités sur cette terre. On est plus confiant sur les humains. Et aujourd'hui, je vois très mal un hôpital où il n'y aurait que des robots qui vont soigner des gens. Je vois très mal des gens y aller. Après, il faut voir. Il y a des gens qui sont bizarres, mais je vois très mal des gens y aller. C'est justement là où c'est très, très intéressant. Il y a des auteurs, de très grands penseurs qui pensent que cette distinction entre l'IA et l'être humain, elle n'est pas du tout pertinente. Ils pensent que finalement, on arrivera à un monde où l'IA et l'être humain vont former qu'une seule personne. En fait, l'IA sera une extension de l'être humain. De la même manière qu'aujourd'hui, chacun de nous est doté d'un smartphone, le smartphone qui m'a aidé à arriver ici sans problème, qui nous permet de communiquer, on a l'impression que le smartphone fait partie de nous, comme nos mains, comme nos yeux. Le smartphone, c'est un peu comme un organe externe de nous-mêmes. L'IA sera juste pareil. Ce sera une extension de notre cerveau. Et c'est là, ça pose des avantages, mais aussi des problèmes, parce que peut-être que ça va diminuer notre capacité intellectuelle si on délègue toute notre réflexion à des machines, etc. Mais justement, dans le domaine de la santé, je pense que ce sera le dernier domaine où la prise de décision sera laissée aux machines. Par contre, la collecte des données qui permettront à la prise de décision, l'automatisation de certaines tâches pourront être carrément faites par des machines. Aujourd'hui, un chirurgien, il est dans le laboratoire pour faire la chirurgie parce qu'il n'a pas un moyen de rester ailleurs. Mais s'il peut rester ailleurs et avoir cette fiabilité de quand même continuer à contrôler ce qui se passe à l'intérieur étant à distance, il reste toujours le maître de ce qui se passe dans le laboratoire, même s'il est assisté par une machine, il reste toujours le maître de la décision. Et tant qu'on arrive à créer un monde où l'humain reste toujours maître de la décision et qu'il délègue le travail routinier aux machines, je pense que tant qu'on arrive à faire ça, on est bien et on sait très bien utiliser l'IA. Par contre, le problème, c'est quand l'IA puise de nous pour nous remplacer et remplacer nos capacités de raisonnement et de réflexion. Là, ça risque de poser un vrai souci. Mais encore une fois, on est très loin d'un monde où
on verra des machines. Par exemple, depuis 2012-2013, les gens ils parlent de voitures autonomes, de voitures qui se conduisent seules. Les gens pensaient qu'en 2020, le métier de chauffeur, de taxi, ce serait révolu. Mais on n'en est pas encore là. C'est très difficile de prédire ces choses-là. Parce qu'il y a une chose d'avoir un produit qui fonctionne dans un laboratoire, mais l'adoption dans la société, c'est un temps qui est très, très, très long. Ce n'est pas du tout un temps qui est rapide. C'est à l'échelle de décennies, voire même des siècles. Mais n'empêche, l'intelligence artificielle, on voit que bon nombre de personnes ont adopté cette technologie parce que beaucoup connaissent maintenant l'intelligence artificielle. Alors, je dirais que beaucoup connaissent des sortes d'intelligence artificielle. Je ne pense pas que beaucoup de monde ont adopté l'intelligence artificielle. On est plus de 7 milliards sur Terre. On en parle beaucoup, mais côté adoption, on n'en est pas encore à ce stade. Parce que le potentiel de l'intelligence artificielle, il est extrêmement grand. Si on l'avait adopté à 100%, aujourd'hui, on n'en serait même pas là. Moi, je pense qu'il y a énormément... En fait, pour moi, on n'a même pas encore utilisé 1% du potentiel de l'intelligence artificielle. Ça reste toujours de petits accessoires, un Siri sur un téléphone, ou un jeu vidéo très amélioré, ou une machine, un ordinateur, ou une machine qui est capable de faire certaines choses. Mais on est très loin aujourd'hui de cette autonomie critique dont on parle là. Alors, quelles sont les implications éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le marché du travail? Les problèmes d'éthique? Oui. Alors, les problèmes d'éthique, je pense, se trouvent à deux niveaux. Il y a d'abord un problème sur la conception. Par exemple, il y a des outils aujourd'hui d'intelligence artificielle. Tu peux leur dire, hey, peins-moi un tableau où il y a, c'est pas moi, une chaise qui a une tête d'un animal, etc. Tu peux lui donner un texte aussi bizarre qu'il puisse l'être. L'IA va se débrouiller pour te sortir un tableau. Et tu peux même lui demander de suivre le style d'un de tes artistes préférés et il va le peindre comme si c'était cet artiste-là. Le problème qui se pose, c'est que cette IA-là, elle n'a pas en fait peint ces tableaux-là à partir de rien du tout. Elle a appris à le faire. Et pour apprendre à le faire, elle a ingéré des millions et des millions de tableaux qui ont été peints par d'autres personnes. C'est ça qu'on appelle les algorithmes ou l'algorithme? Oui, c'est ça les algorithmes. En fait, ces algorithmes, c'est des algorithmes qui ingèrent... En fait, tout ce qui se passe avec l'IA aujourd'hui, c'est des traces de l'être humain. C'est des données que nous laissons. Peut-être même sur ChatGPT, une réponse va sortir. Cette réponse provient d'une donnée que toi, tu avais laissée sur Internet. Parce qu'il n'y a pas de magie, c'est juste des traces de l'être humain qu'on a utilisées, du texte, des tableaux, des images, pour entraîner ces outils-là à travers des algorithmes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si cette IA te peint ce tableau, sur ces tableaux, c'est pas comment est-ce que tu vas créditer toutes ces personnes dont on a utilisé leurs œuvres pour créer cette IA qui est aujourd'hui capable de faire ça. Comment est-ce que tu règles ce problème? Pour moi, ça, c'est un vrai problème d'éthique. Parce qu'aujourd'hui, forcément, cette connaissance, elle provient de l'œuvre d'un humain. Si toi, tu utilises cette IA pour commercialiser ce tableau et tu tires des profits, qu'est-ce que tu fais de toutes ces personnes dont leur œuvre a été utilisée pour entraîner cette IA-là? Ouais, et aujourd'hui, ça, c'est un vrai débat qui n'est pas encore résolu. C'est un vrai débat sur cette responsabilité de l'IA, sur l'exploitation de l'IA. Les autres problèmes éthiques, c'est plus sur l'exploitation de l'IA, comme je l'ai dit tout à l'heure. Des gens qui détiennent l'IA, forcément, auront plus d'influence que d'autres qui n'en ont pas. Que ça soit côté connaissance, comme que ça soit côté vraiment détention matérielle. Le problème, c'est ce qui se pose, c'est ce problème d'inégalité. Déjà, ce monde, il souffre énormément de problèmes d'inégalité. Si on doit en rajouter une technologie qui donne autant de puissance à l'être humain, si elle n'est pas contrôlée, il y aura de vrais problèmes d'inégalité qui vont se poser. Et ça va amplifier, en fait, les problèmes actuels d'inégalité qu'on a. Aussi, les biais dans ces algorithmes. Il y a eu des intelligences artificielles qui ont été développées par des sociétés américaines qui ont montré des séquelles de racisme, qui ont été laissées pendant 1 heure de temps sur Internet et qui ont commencé à avoir des discours vraiment très, 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 très racistes. Des discours qui vont même au-delà de ce que l'être humain peut faire. Et ça, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas facilement contrôlable.
Aujourd'hui, les créateurs de ChatGPT ne peuvent même pas garantir que ChatGPT ne va pas demain te sortir une phrase qui est raciste. Les problèmes d'injures, donc tout le contenu généré par de l'IA, c'est un contenu, comme on le dit, qui est généré. Et quand il est généré lors de l'exploitation. Du coup, les créateurs n'ont pas un très grand moyen de contrôler ce contenu-là. Et donc, comment ils le font aujourd'hui, c'est qu'il y a des experts sur tout ce qui est biais algorithmique, sur tout ce qui est éthique de l'IA. Et ces experts essayent de tout faire pour créer des cadres réglementaires où les données sur lesquelles on entraîne ces modèles sont contrôlées, etc. Alors pour vous, quelles pourraient être les politiques gouvernementales qu'on peut mettre en place pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle? Oui, ça c'est une très bonne question et rejoint même de là où je viens de terminer. C'est justement, pour moi, l'État doit d'abord être un régulateur. Je dis l'État, mais d'une manière générale, les politiques, la société doit se positionner sous forme de régulateur. Les biais, c'est un vrai problème. Les humains, il y a un vrai problème d'inégalité, des problèmes d'éthique parmi les humains, dans les humains. Et aujourd'hui, si on entraîne ces données sans cadre légal, ça pose problème. Il faudrait que l'État encadre ce qui se passe dans le développement de l'IA, dans chaque territoire et au niveau mondial. Moi, je pense que de la même manière qu'on a des organisations telles que l'OMS, l'UNICEF, on devrait avoir des organisations vraiment mondiales autour de l'intelligence artificielle qui encadrent tout ça. Et oui, il faudrait que l'État définisse des politiques qui sont très rigoureuses sur ce cadre légal-là. Comment est-ce qu'on peut exploiter les données des gens? Comment est-ce qu'on peut contrôler l'éthique? Comment est-ce qu'on peut contrôler ce que les entreprises font de ces IA? Est-ce que les entreprises développent des IA pour de la surveillance de masse? Parce que ça aussi, c'est un vrai problème. Est-ce que les données des personnes, les données à caractère personnel sont bien traitées? Est-ce que c'est bien légalisé? Mais aussi, l'État doit se positionner sur un appareil d'anticipation, de former sa société à utiliser et à vivre avec l'IA. Parce qu'il faudra redéfinir même notre manière de vivre avec l'IA. Donc, il faudrait que l'État développe vraiment ce secteur-là de formation, d'accompagnement des jeunes, des femmes, de la société d'une manière générale, à travailler et à utiliser et à vivre avec l'intelligence artificielle et les produits dérivés de l'intelligence artificielle. Donc pour moi, c'est les deux volets sur lesquels l'État doit vraiment se positionner. Après, peut-être un troisième volet, ce serait un volet de création d'opportunités. S'assurer qu'on est dans un cadre où tout le monde est égal et que les opportunités sont offertes à tout le monde. Comme ça, la compétitivité, elle est claire et que chacun peut entreprendre avec l'IA comme il veut. Et nous constatons que les jeunes africains adaptent de plus en plus cette technologie-là qui est de l'intelligence artificielle, oui, n'est-ce pas? Oui, en fait, l'Afrique, c'est un cas assez particulier parce que l'Afrique, c'est un continent qui est très, très, très jeune. Les statistiques en parlent, mais même la réalité sur le terrain, c'est un continent qui est très jeune. Et ces métiers dont on parle, c'est les métiers qui sont développés vers la fin des années 99 et le début des années 2000. Donc, c'est des métiers, c'est des domaines, des sciences qui sont vraiment de notre génération. Et comme je l'ai dit, l'Afrique est très jeune. Quand on parle de jeunesse, on parle déjà d'être à jour avec ces technologies-là, mais aussi d'avoir ce potentiel, cette envie, ce temps d'apprentissage, de reconversion. Et justement, aujourd'hui, avec la connectivité de l'Afrique, on est au courant de tout ce qui se passe au monde et on sait anticiper sur des choses. Et l'Afrique est un marché qui est ouvert. Il y a de vraies initiatives qui se font ici en Afrique, mais aussi, tout le monde est en train de convoiter l'Afrique. Les géants de la tech américaines sont en train de venir ici. Google a un grand siège ou de grands sièges en Afrique, pas un seul. Microsoft, tout le monde, ils ont des sièges ici. Parce qu'ils savent qu'en fait, là où il y a la jeunesse, c'est là où il y a l'avenir. Donc ça, c'est un très bon point. Par contre, à mon avis, on n'exploite même pas 10% du potentiel de l'Afrique. Ça ne fait pas qu'on est très en retard sur l'intelligence artificielle. Il y a de l'envie, il y a des mouvements, il y a des organisations qui naissent, il y a même des entreprises
qui sont en train de s'implanter et de naître ici pour réussir dans l'intelligence artificielle. Il y a des exemples partout, en Afrique du Sud, au Tunisie, Kenya, Nigeria, au Sénégal. Il y a des entreprises qui naissent en fait autour de l'intelligence artificielle, mais ce qui manque, c'est ces politiques, non seulement étatiques, mais aussi sous-régionales et même continentales. Des organismes tels que la CEDEAO, des organismes tels que l'Union africaine doivent avoir de vraies politiques d'accompagnement et d'opportunités pour l'Afrique au niveau de l'intelligence artificielle. Et on espère que d'ici 1 an, 2 ans, n'est-ce pas? Alors nous... On va être confiants là-dessus? Alors moi personnellement, comme tu l'as dit lors de l'introduction, on a une association qui s'appelle Galsen AI et depuis 2018, on est ici au Sénégal et dans la sous-région, on est en train de faire pas mal d'activités. Et c'est des jeunes aujourd'hui, moi personnellement, je suis même beaucoup plus écarté sur Galsen AI. Il y a des jeunes qui sont beaucoup plus dynamiques, qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Mais depuis 2018 jusqu'à maintenant, quand même, c'est 5 ans. 5 ans, c'est un temps qui est très long au niveau de l'intelligence artificielle, à l'échelle de l'intelligence artificielle et de la technologie. En 5 ans, il s'est passé énormément de choses. Quand on démarrait Galsen AI, il n'y avait pas du tout Midjourney, ChatGPT, tout ce qu'il y a aujourd'hui. L'IA dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas l'IA de 2018. C'est l'IA vraiment d'il y a quelques mois. Et ce n'est pas l'IA de 1950. Exactement, pas du tout. Et donc, cette rapidité-là, c'est ça qu'on peine à rattraper. En Afrique, on est plutôt lent sur le développement. On fait les choses très bien, mais on est un peu lent. Et donc, il faudrait aujourd'hui, malgré qu'il y a énormément de jeunes qui se mettent en laboratoire, en association pour travailler, des chercheurs pour travailler autour de ça. L'Afrique a tellement de potentiel, surtout avec ces jeunes-là, qui sont tout le temps dans la recherche. Exactement. Et donc, il faudrait que l'État accompagne ces jeunes. Bon, récemment, il y a eu pas mal d'efforts quand même autour de l'État, les stratégies nationales de l'intelligence artificielle au Sénégal et dans d'autres pays africains. Il y a pas mal d'efforts qui sont en train d'être faits, mais il faut que ça soit amplifié. Il faut que ça aille très vite. Il faut que ça aille même plus vite que l'intelligence artificielle pour déjà établir le cadre, parce qu'il faut d'abord le cadre, il faut d'abord l'environnement pour que les jeunes puissent développer ces outils-là. On ne peut pas être derrière en train de faire le cadre si la technologie ne nous attend pas. Donc, c'est un peu ça qui est dommage. Mais bon, on a de l'espoir, on pense que ça va changer. D'accord. Alors, nous sommes presque à terme de notre émission. Mais avant, on va essayer de définir quelques concepts de l'intelligence artificielle. IA forte. Ah oui. Alors, il y a oui, plein de termes comme ça. Mais pour faire vite, on fait plusieurs distinctions dans l'IA. Il y a ce qu'on appelle l'IA faible et l'IA forte. Il y a aussi de notre côté l'intelligence artificielle générale et l'intelligence artificielle spécialisée. Alors, tout ça, ça fait référence à est-ce que l'intelligence artificielle est arrivée à un niveau où elle a dépassé l'être humain en termes de raisonnement, ou bien elle est au même niveau de l'être humain, ou bien l'être humain est toujours en train de contrôler l'IA. Quand on parle de l'IA forte, c'est cette IA-là qui n'est pas spécialisée dans un domaine, qui est assez général pour aujourd'hui pouvoir faire tout ce que l'humain peut faire. Par exemple, conduire une voiture, en même temps répondre à des emails, en même temps avoir un vrai métier quelque part, etc. On fait référence à une IA forte quand on parle de ça, justement. L'IA faible, c'est plutôt les intelligences artificielles dont on a actuellement, qui sont des IA qui sont très fortes dans leur domaine, mais dans d'autres domaines qui ne savent pas faire grand-chose. Aujourd'hui, ChatGPT, je ne sais pas peut-être les dernières versions, mais si tu lui donnes une vidéo, je ne pense pas qu'il va bien se débrouiller. Il est très fort avec du texte, mais très, très, très faible avec d'autres types de données. Et donc, c'est ça qu'on appelle des IA faibles. Ouais. Mais avec ça, Microsoft est en train de faire des nouvelles fonctionnalités sur cela. C'est-à-dire sur ChatGPT. Oui, je pense qu'eux tous, ils rêvent de cette intelligence artificielle qui est capable de tout faire. Nous tous, on est en train un peu de rêver de ça, de travailler dans ça. Et le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que ce n'est pas en faisant beaucoup d'IA faibles qu'on arrivera à une IA forte. Ce n'est pas forcément une accumulation d'IA faibles qui va donner une IA forte. Certains, même grands chercheurs, pensent qu'il faudrait carrément changer de paradigme. Et c'est pour ça que ça fait débat, parce que les gens, ça fait longtemps qu'on fait des IA faibles, mais on n'est toujours pas arrivé à même une IA qui donne cette
prend cette petite lueur d'arriver vers une IA forte. On est très loin de ça. Et oui, tout le monde œuvre vers ça. L'entreprise derrière ChatGPT, OpenAI, c'était ça le but. Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile. Et ça rejoint ce que je disais au début sur la définition. On ne sait même pas en réalité c'est quoi l'intelligence. Et on prétend faire de l'intelligence artificielle alors qu'on ne sait même pas en fait l'intelligence naturelle, comment ça fonctionne. C'est ça qui est un peu problématique dans ce domaine-là. C'est pour ça que moi je reste confiant et je pense qu'il nous reste quand même au minimum 100 ans encore avant de penser à... Ah oui. Même avec cet essor. Bon, après, c'est risqué de faire ce genre de prédiction hein, parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner. Certains disent 2030, mais moi je pense qu'il nous reste énormément de temps. D'accord. Alors, IA éthique éthique. Une IA éthique, c'est une IA justement qui est très adoptée par l'éthique. C'est-à-dire c'est une IA qui aujourd'hui ne pose pas ces problèmes. Est-ce qu'on va perdre notre travail? Est-ce qu'il y aura de la discrimination? Est-ce qu'il y a du racisme, etc., etc. C'est une IA qui est très bien contrôlée, qui est très bien fait, très bien designée pour justement ne poser aucun problème, voire zéro problème d'éthique dans la société. Ce qui, à mon avis, est un peu un rêve, parce que justement, c'est ça qui fait un peu la beauté de l'IA, c'est ça qui nous rappelle que c'est une création humaine, c'est de la technologie, et l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, donc il y aura toujours en fait des réajustements à faire. L'IA s'inspire de l'être humain. Donc aujourd'hui, une IA qui est créée quelque part dans des laboratoires aux États-Unis ou en Afrique ou ailleurs a pris des données de chacun des 7 milliards d'individus sur Terre qui ont eu l'opportunité d'aller sur Internet. Et donc forcément, c'est une IA qui a de petits comportements de chacun de ces individus-là. Donc c'est forcément une IA qui a hérité des imperfections aussi de l'être humain. Mot de la fin? Bah, écoutez, déjà, moi, je vous remercie hein, pour cette invitation. Le mot de la fin, c'est plus, je pense que ça, c'est une très belle initiative de parler de ça parce que malheureusement, au Sénégal, je ne vois pas beaucoup de gens poser ce genre de débat. C'est des débats qui sont aujourd'hui énormément posés dans le monde occidental. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment multiplier ce genre d'initiative-là, se rapprocher plus des jeunes et inciter vraiment aux décideurs, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des politiciens, à faire confiance aux jeunes et à ouvrir les opportunités sur l'IA. Parce que c'est une technologie qui va arriver dans la vie de tout le monde, ça c'est sûr et certain. Elle est déjà dans la vie de tout le monde. C'est soit on est prêt et on survit, soit on n'est pas prêt et on est laissé derrière, quoi. En tout cas, merci beaucoup Elias Waliba. Je rappelle qu'il est le fondateur de Galsen AI. Merci à vous, chers téléspectateurs de Synapse TV. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de TIC Lab. Au revoir.